Bonjour, je m'appelle Ghislain Gagnon et bienvenue à Info Plus. Voici ce qu'on vous a préparé pour la semaine du 15 décembre. La réserve phonique de Port-Daniel-Gascon reçoit un cadeau de Noël d'avance, un demi-million de dollars pour la mise à niveau de ses infrastructures. Un maire permanent à Bonaventure, ça gagne combien et pourquoi? On en discute avec M. Rocodette. Un bilan positif pour le centre adapté Actibec de Grande-Rivière. Gaspésie Gourmande vous invite à acheter des cadeaux 100% gaspésiens pour le temps des fêtes. Noël en Gaspésie à New Richmond propose une multitude d'activités et une superbe boutique d'artisanat local. Sur le tapis rouge à Chandler pour la première de Ressac de Pascal Ferland. Le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel est en plein montage de paniers de Noël. Et Marie-Pierre Thibault nous présente le canard québécois sous plusieurs formes. Tout d'abord, mercredi dernier, le député de Bonaventure, M. Sylvain Roy, a annoncé des investissements majeurs au nom du ministre de la Faune et des Parcs, M. Yves-François Blanchette, pour la réserve faunique de Port-Daniel-Gascon. Ma collègue Maryse Mauger était sur place. Les médias étaient conviés le 11 décembre dernier à une conférence de presse à Port-Daniel-Gascon pour le dévoilement d'un investissement de 500 000 $ de la part du gouvernement du Québec pour la réserve faunique de Port-Daniel-Gascon. Écoutons le député de Bonaventure, M. Sylvain Roy. C'est toujours plaisant de venir faire des annonces de cette nature-là. Donc, au nom du ministre de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, M. Yves-François Blanchet, j'annonce un investissement de $1 demi-million pour la modernisation des infrastructures. Donc, avec une superficie de 57 km², la réserve faunique de Port-Daniel est la plus petite des réserves du réseau faunique au Québec. Mais c'est aussi un joyau avec sa magnifique rivière à saumon, ses merveilleux paysages et ses infrastructures d'accueil et d'hébergement. Son camping incomparable et ses chalets tous plus chaleureux que les uns que les autres. Donc, nous investissons dans le but de poursuivre l'amélioration des infrastructures de services publics et d'assurer la pérennité du patrimoine bâti. Ce faisant, notre gouvernement crée à très court terme des emplois qui vont accélérer la croissance du Québec. C'est sûr qu'il va y avoir des emplois qui vont être créés par l'amélioration des infrastructures. On parle d'environ une dizaine d'emplois. Et on vient consolider aussi les 8 emplois du personnel et l'emploi du cadre. Donc, on parle de 9 emplois qui viennent d'être consolidés. Il devrait y avoir un allongement de la période d'emploi de ces gens-là, ce qui est très important pour assurer, je dirais, la survie et, entre autres, l'éligibilité à l'assurance-emploi, parce qu'on parle d'emplois qui sont à temps plein, mais saisonniers. Donc, concrètement, ce que ça veut dire comme travaux, on parle de l'amélioration des infrastructures dédiées à la clientèle, entre autres du réseau routier, et de la réfection du pont qui enjambe la rivière Port-Daniel à l'entrée de la réserve faunique. On parle aussi de l'amélioration du patrimoine bâti, notamment du chalet de l'île. On parlait de réfection, je pense, du recouvrement extérieur. Mentionnons que ce montant de 0,5 million s'ajoute aux 12,5 millions destinés à plusieurs établissements de la CEPAC de la région de la Gaspésie, dont le Parc national de la Gaspésie, Gîte du Mont-Albert, l'auberge de campagne des Chic-Chocs et la réserve faunique des Chic-Chocs. Investissements qui ont été annoncés par mon collègue Gaétan Lelièvre, je crois, au printemps passé. Donc, globalement, au niveau du Québec, l'ensemble de ces investissements s'inscrivent dans le cadre de la politique économique de notre gouvernement intitulée « Priorité emploi » et dévoilée par la première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, le 7 octobre dernier. Les investissements associés aux différents volets de la politique Priorité emploi dans les établissements de la CEPAC de la région de la Gaspésie vont créer 43 emplois, dont 38 directs. À l'échelle du Québec, ces investissements créeront 702 emplois, donc 384 emplois directs et rapporteront environ 10 millions de dollars en revenus fiscaux et parafiscaux dans les coffres de l'État d'ici 2016. Donc, c'est une très belle annonce pour Port-Daniel. C'est une belle annonce pour les employés. On vient améliorer la qualité des infrastructures. On vient d'améliorer aussi l'expérience touristique de l'ensemble des gens qui vont fréquenter la réserve faunique. Et on vient aussi
démontrer que c'est un secteur d'activité qui est une priorité pour notre gouvernement. Et théoriquement, on espère avoir d'autres investissements qui vont se faire dans les prochains mois et d'autres annonces pour soutenir le déploiement de ce merveilleux réseau qui est celui de la CEPAC. Écoutons maintenant M. Yves Briand, directeur de la réserve faunique de Port-Daniel, suite à cette annonce. Nous allons tous mettre en œuvre pour que les montants qui nous sont alloués pour rehausser la qualité de l'expérience de la clientèle. Nous allons consolider nos infrastructures, gravelage du réseau routier, traçage de fossés, réfection du pont à l'entrée de la réserve faunique, qui demeure toujours le meilleur endroit pour pouvoir observer les pêcheurs en train de faire tournoyer leur soie dans les fosses à saumon tout près du pont. Nous allons également aussi refaire les fondations du chalet du lac de l'Île pour préserver ce magnifique bâtiment qui est une véritable icône de notre réserve faunique. Avec les nouvelles galeries, il va très bientôt redevenir une fierté pour la réserve et pour la région. Nous allons également le convertir en l'énergie solaire, tout comme les chalets Brûlés et la Roche 2. Ces travaux seront entrepris avant la fin de l'hiver, du moins en ce qui concerne la réfection du pont. De sorte qu'à l'ouverture de la saison, au printemps prochain, nous soyons déjà en mesure d'offrir aux pêcheurs et aux villégiateurs des infrastructures touristiques dignes de notre région. C'était un reportage de Maryse Mauger pour Télévague. Le salaire du maire de Bonaventure, M. Roch Audette, a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Devant une population divisée sur un salaire qui passerait de 13 à 60 000 $, le premier citoyen et ses conseillers ont dû rectifier le tir la semaine dernière. J'ai rencontré le principal intéressé. Monsieur Roch Audette, vous avez été élu le 3 novembre dernier à la mairie de Bonaventure. Félicitations. Merci. Premier dossier, gros dossier, celui du salaire. Bon, parce que pour une première fois, il y aura un maire à temps plein à Bonaventure. Ça a semé un peu, une légère controverse. On parlait d'un salaire de 60 000 plus 15 000 $ de dépenses. Et là, on a baissé finalement à un salaire total de 60 000 $. Qu'est-ce qui a fait changer la décision? Bien, le Conseil, quand il a déposé son premier avis de motion pour le changement de règlement sur la rémunération des élus le 11 novembre, l'objectif, c'était de pouvoir assurer un salaire au maire, comme on l'avait prévu aussi lors de l'élection. Moi, je l'avais mentionné justement le 3 novembre, que dès le lendemain, je me mettais à l'ouvrage, puis le premier dossier à travailler allait être la rémunération des élus. Donc, le premier avis de motion qui a été déposé le 11 novembre, prévoyait une révision, comme vous l'avez mentionné, avec un salaire de 60 000 et avec 15 000 de dépenses. C'était des informations qu'on avait à ce moment-là. On avait 21 jours, je vous dirais, pour finaliser notre réflexion, parce qu'on s'entend qu'on a, je dirais, propulsé cette démarche-là en raison des délais qui sont prévus par la loi et qu'on se doit de respecter. Donc, à ce moment-là, on a fait une réflexion en conseil. On a entendu la population, ils se sont exprimés aussi. Ce qu'on s'est dit, c'est on n'avait pas nécessairement de comparable, d'éléments nous permettant d'aller vraiment pour déterminer d'une façon très, très claire ce que pourrait mériter un salaire de maire à Bonaventure. Dans une population, on parle de 2824 habitants. Bon, on s'entend que ce n'est pas une grosse population. Toutefois, comme on peut regarder toutes les infrastructures qu'on a, la population de Bonaventure s'est dotée de services. Puis de ces services-là, on pourrait apparenter ça quasiment à une population de 5000 habitants. Donc, ce qu'on a fait, c'est ça, on a révisé. On a aussi travaillé beaucoup sur les budgets. En travaillant sur les budgets, en questionnant, en se re-questionnant, on s'est ramené à la baisse pour dire, bon, c'est un salaire qui, pour nous, semble être le plus juste pour ce qu'on veut arriver à faire. Donc, c'est ce que les conseillers ont décidé de faire. D'ailleurs, les conseillers, on n'y va pas d'augmentation, finalement. Non, eux ont décidé de refuser leur augmentation pour pas nécessairement aussi amener une grosse charge supplémentaire. Donc, on dit, on va investir dans le maire. C'est un peu la réflexion qui s'est faite. Puis, au cours de l'année, c'est certain qu'on va avoir à tout finaliser tout ce qui est le rôle et les responsabilités d'un maire à temps plein pour la ville de Bonaventure, parce que ça, c'est une particularité. Les rôles et les responsabilités sont déjà déterminés par toutes les structures au niveau, par exemple, le Mamro. Il y a des éléments qui sont déjà prévus. Mais à Bonaventure, ça va être quoi? Donc, il faut tout l'intégrer à l'intérieur du service. Donc, une définition de tâche. Qu'est-ce que ça va amener un maire à temps plein à Bonaventure? Un maire à temps plein à Bonaventure, comme je viens de le mentionner, c'est les mêmes responsabilités et rôles qu'un maire à temps partiel, sauf que ça va aller plus dans le quotidien, dans la façon de procéder,
Moi, je suis quelqu'un qui est plus domaine gestion, développement. À ce moment-là, c'est dans cet alignement-là qu'on va travailler. Ça va donner plus de temps aussi à la direction générale pour assumer ses fonctions de gestionnaire, puis à l'ensemble des fonctionnaires de la ville aussi. Donc, le maire à temps plein, il va être plus présent. Le maire à temps plein va être plus impliqué aussi dans les dossiers. Il va soutenir la gestion aussi dans l'élaboration des dossiers. Je pourrais vous en laisser une grande liste, mais principalement, c'est surtout au niveau de sa disponibilité, au niveau de son démarchage, puis au niveau de sa présence aussi auprès des différentes infrastructures ou instances gouvernementales. Okay. Est-ce que ça va, par ricochet, alléger la tâche d'un directeur général ou quoi que ce soit, ou ça ne change rien? Bien, en gros, s'il y avait moins de temps de disponible à l'intérieur du rôle de maire, on s'entend, je ne veux pas dire que l'ancien maire ne faisait pas sa job, c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire, mais je veux dire, s'il y avait pas nécessairement toute la disponibilité, comme moi je pourrais l'assumer, à ce moment-là, il y a du vide. Mais le vide peut être récupéré par le gestionnaire. Donc, ça se peut à ce moment-là qu'il y a des rôles précis de gestionnaire qui ne peuvent pas être assumés s'il fait du développement. C'est sûr que parler de salaire pour vous, dans le fond, tout le monde sait maintenant combien vous gagnez. Vous le vivez comment, ça, dès les premiers jours de mandat? Là? Bien, je vous dirais que le monde sait que ce que je gagne, ça ne me dérange pas. Mais quand on vient à juger, ça, c'est une autre chose. Parce que on se questionne beaucoup quels sont les éléments comparables. C'est toujours ça qu'on discute. Si on avait voulu faire un exercice en considérant ce que l'on entend, c'est-à-dire uniquement les salaires qui sont versés, sans considérer toute la rémunération qui est donnée à l'arrière des salaires, donc on parle des avantages sociaux, l'exercice, je l'ai fait. Puis les villes comparables à Bonaventure, ça sera environ une dizaine de mille par année. Donc la question, elle se pose là. Est-ce qu'on veut donner ce salaire-là à un maire qui est à temps plein? C'est non. À ce moment-là, on se situe où? Bien là, c'est là qu'il nous manque des comparables. Les comparables qu'on a, c'est des villes de 15 à 20 000 habitants. Donc, c'est une décision, je vous dirais, plus stratégique qu'une décision nécessairement basée sur des faits ou des éléments concrets. Mais déjà, on peut voir que vous êtes allé d'une première proposition. Ça n'a pas passé. En tout cas, du moins, ça a été stoppé un peu par la population. Donc là, on rectifie le tir. Donc, vous êtes un maire quand même à l'écoute de ce qui se passe. C'est ça. C'est l'objectif. Je pense que peut-être la bouchée était trop grosse. On va l'appeler comme un geste maladroit, peut-être. OK? En ne considérant peut-être pas ces éléments-là. Mais les gens se sont prononcés. Les gens nous l'ont dit. La réunion qu'on a eue lundi dernier, donc à la réunion du 9 décembre, en faisant une deuxième avis de motion sur le changement de règlement, donc avec un salaire à la baisse. Les gens sont venus nous voir et nous ont remerciés de les avoir écoutés. Puis ça, c'était très, en tout cas, à mon point de vue, c'est une marque de sagesse pour tout le monde. Bonaventure n'est pas réputé pour chicaner. On tente de s'entendre et on essaie d'être le plus transparent possible. M. Odette, passez de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Et vous aussi, j'en profite pour de joyeuses fêtes aussi à la population de Bonaventure. Maintenant, de bonnes nouvelles pour le seul centre adapté à l'est de Rimouski, les ateliers Actibec. Après quelques années dans le rouge, le centre se tire très bien d'affaire ces temps-ci. La préfète de Rocher-Percé et aussi administratrice de l'organisme, Diane Leboutillier, nous a expliqué le tout dans le cadre de l'émission « Le préfet vous informe », dont voici un extrait. Le centre de travail adapté, ça permet aux gens qui ont soit des handicaps physiques, des retards intellectuels, de pouvoir intégrer le marché du travail. Puis ça le dit, là, de façon adaptée. C'est pour ça qu'on parle de centre de travail adapté. Plus de 70 personnes travaillent au centre, au CTA à Tibec. Puis cette semaine, on a eu l'Assemblée générale annuelle où M. Jean-Paul Leblanc, qui a été président pendant 13 ans des entreprises à Tibec, a pris sa retraite, a laissé sa place à quelqu'un d'autre. Il n'a pas pris sa retraite de la MRC, là, au contraire. Puis c'est M. Michel Dupuis là, qui a pris la relève. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a 3 ans passés, à Tibec avait un déficit budgétaire d'environ 30 000 $. Puis nous, on y a toujours cru à cette entreprise-là dans notre milieu. Puis on a investi beaucoup de temps et d'énergie, des bénévoles, les gens du conseil d'administration, les employés, le CLD aussi, la MRC du Rocher-Percé. Puis cette année, on finit l'année avec un surplus budgétaire d'au-dessus de 60 000 $. Quand même. Fait que vraiment, là, puis l'entreprise est en développement. On fait de la récupération de ce qu'on appelle le papier blanc. OK.
OK. Puis aussi, un petit peu moins de papier journal, il y a du papier de couleur. Mais un autre créneau qu'on offre à Tibec, c'est ce qu'on appelle les palettes. Les palettes en bois dans les entreprises. Ça fait qu'on fait de la récupération de palettes. Palettes de livraison, là. Exactement. Puis, on fait du bois d'allumage avec les palettes. On fournit là, des entreprises. Puis, c'est vraiment, là, c'est un marché qui est quand même relativement lucratif. Tout à fait. Puis, tu sais, là, comme je disais tantôt, 70 personnes qui travaillent, qui autrement seraient à la maison. Bien là, on a des gens qui travaillent, qui sont impliqués dans le milieu, qui participent économiquement à la vie du milieu. Tout à fait. C'est valorisant, ça, pour Oui, eux. oui. Puis, tu sais, puis les gens consomment, ça achète des voitures, puis ils sont fiers de leur travail. Puis je vous dirais que cette semaine, à l'Assemblée annuelle, tout le conseil d'administration était fier aussi là, des gens là, qui travaillaient là, dans le milieu. Puis on tient à féliciter aussi M. Gaston Roy, là, qui est le directeur général, qui fait un excellent travail. Donc, on parle de 70 emplois. Et comme vous le disiez, ces gens-là qui, habituellement, seraient à la maison, peut-être aussi prestataires d'aide sociale, mais au lieu de ça, vont travailler quelques semaines par année. C'est ça, puis avec des problèmes de santé qui s'amplifieraient probablement là, en étant à la maison. L'autre chose aussi qui devient intéressant avec le centre de travail adapté, c'est qu'on a eu des rencontres dernièrement avec nos partenaires, le centre de réadaptation, le centre de santé des services sociaux. Puis là aussi, on est en train de travailler au niveau là, d'autres services à offrir qui vont venir en support là, au directeur général là, dans l'entreprise. Je veux qu'on demeure dans l'emploi, puisque c'est toujours des bonnes nouvelles qu'on parle d'emploi en Gaspésie. Il y a eu une annonce il y a quelques semaines du ministre Lelièvre concernant, on parlait d'un 600 quelques mille dollars pour la mise en marché des produits marins, et ça touche votre MRC, ça. Oui, ça a touché beaucoup notre MRC. Bien, déjà, on sait que chez nous, dans la MRC, le secteur des pêches, c'est majeur là, en termes d'entreprise. On parle là, de plus de 2000 emplois dans la MRC directement reliés dans le secteur des pêches. Puis aussi, bien, avec tout quand il y a eu le moratoire sur le poisson de fond, quand il y a eu la fermeture de la Gaspésie, on a travaillé beaucoup, les entrepreneurs du secteur des pêches avec le gouvernement, à faire de la diversification au niveau du secteur des pêches. Ça fait qu'on a beaucoup mécanisé les entreprises. On a travaillé, ça travaille fort aussi dans la deuxième, troisième transformation. Donc, le fait que le ministre vienne pour annoncer des investissements majeurs, nous, ça vient consolider des emplois. Puis, vous savez, auparavant, les pêches, les gens travaillaient peut-être 12 semaines. On espérait faire le 14 semaines. Ouais. On a eu toute la période, là, les gens vont s'en rappeler, là, ceux qui nous écoutent à la télévision, des fameuses couronnes de Noël là, pour pouvoir là, avoir son assurance emploi. Les projets. Les projets. Ce qu'on a plus besoin d'avoir aujourd'hui, parce que le secteur des pêches, je vous dirais, là, c'est pratiquement là, de 8 à 9 mois par année où les gens là, travaillent là, dans le milieu. À l'approche des fêtes, Gaspésie gourmande est en pleine campagne de promotion des produits régionaux. Fait intéressant, on peut maintenant commander nos produits en ligne et pour un temps limité, sans frais de livraison. Pour en savoir davantage, je suis allé jaser avec le directeur général de Gaspésie gourmande, M. Éric Caron. Avec Éric Caron, directeur général de Gaspésie gourmande. Monsieur Caron, bien déjà, on peut se situer ici. On se retrouve au comptoir Quick Quick. C'est un nouveau commerce à New Richmond. Ça. Oui, c'est une nouvelle entreprise qui a vu le jour au printemps passé. Et puis, étant donné que la période d'adhésion était déjà terminée, on a collaboré avec eux et puis ils ont décidé quand même de joindre les rangs de Gaspésie gourmande. Et puis, j'invite tout le monde à venir faire un tour parce qu'il y a une belle variété de produits locaux dans cette boutique-là. On est entouré présentement littéralement de produits gaspésiens. Il y a de quoi creuser l'appétit. Là, M. Caron, l'approche des fêtes, évidemment, c'est une grosse période pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite là, pour cette année du côté de Gaspésie gourmande? Bien, effectivement, c'est une période importante. Et puis, en juin dernier, on a lancé notre boutique en ligne. Et puis, on en a parlé un petit peu.
mais on s'est dit qu'on va la faire connaître cet automne, puisque vous savez que les gens, en général, l'été, vont chez nos producteurs transformateurs, vont acheter leurs légumes, vont dans les boutiques, dans les kiosques. Donc, on n'a pas trop mis l'accent. Par contre, là, il y a eu un désir dans ce qu'on appelle nos campagnes d'achat local. Il y a eu un désir, justement, de mettre cette initiative-là de l'avant. Et puis, pour faire lever cette initiative-là, on a décidé justement de faire lever nos frais d'expédition. OK, oui. Et puis, donc, présentement, c'est des gens de partout en province, de partout en Gaspésie, mais donc de partout au Québec qui appellent ou encore qui passent une commande en ligne pour avoir un panier gourmand pour le beau-frère ou pour la sœur. Mon exemple fétiche, c'est un exemple réel. Une madame de Grande-Vallée qui nous appelle pour avoir 3 paniers pour ses frères, un qui est à Sherbrooke, un autre à Shawinigan. C'est un peu le portrait de notre situation. Et puis, présentement, ça fonctionne vraiment. Donc, on peut se rendre sur Internet. Est-ce qu'on retrouve des produits, chaque produit, ou c'est vraiment plus des paniers découvertes là, qu'on va retrouver? Bien, les deux, vous avez la possibilité de construire votre propre panier ou encore de carrément sélectionner un produit un panier qui est prémonté avec des produits donc prédéfinis. Okay, on n'énumérera pas tous les produits gaspésiens parce qu'il y en a des milliers. Ça va très bien le côté de la production. Côté achat, qu'est-ce qu'on ressent du côté de la clientèle? Une appartenance aux produits gaspésiens, une fierté d'acheter local? Oui, moi je le sens vraiment de plus en plus. Et puis on a une belle collaboration de chacun de nos membres épiciers pour justement faire entrer le plus de produits gaspésiens dans la mesure de leurs possibilités, évidemment, dans leur commerce. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que présentement, nous sommes en pleine période de dégustation en épicerie chez tous nos membres épiciers à grande surface. Et puis, dans votre secteur, je pense à Bonaventure, au IGA Bonaventure, au IGA à Grande-Rivière. Mm-hmm. Et puis, il y a des dégustations de prévues les 20 et 21 décembre. OK. Donc, dans ces épiceries-là, on va pouvoir retrouver ces produits-là après à l'année? Oui. Ou déjà on les retrouve? Oui, c'est des produits qui sont déjà retrouvés à l'année. Et puis, un de nos mandats qu'on se donne, nous, dans ces campagnes d'achat local-là, c'est d'aider chacun des producteurs transformateurs, s'ils ont besoin d'aide, à les faire donc entrer dans différentes épiceries à l'aide de dégustation, justement, ou à l'aide de nos bons liens avec chacun des épiciers. Et puis, il y a quelques nouveaux produits qui vont se retrouver sur les tablettes grâce à notre campagne d'achat local qui est en cours. Là, à l'approche des fêtes, on est sûrement à l'heure des bilans aussi du côté de Gaspésie gourmande. Comment ça a été 2013? Ça a été une belle année, une grosse année. On a beaucoup parlé de notre projet de commercialisation collective. Donc, des gens c'est-à-dire au sein de l'association, des producteurs qui avaient le désir de se mettre ensemble pour débuter une certaine distribution collective. On a mis beaucoup d'heures là-dessus. On a un employé qui termine un mandat dans cette semaine. Et puis, on a une phase 2 qui est en élaboration aussi. Donc, actuellement, à l'heure où on se parle, tout le concept a été développé. Et puis, la phase 2, ce qu'on appelle la phase 2, dans le fond, va être la phase d'opérationnalisation. On a déjà des clients potentiels à Montréal. Donc, la balle était réellement dans notre camp. Et puis, on devait faire nos devoirs. Donc, on a tout mis. On a monté une structure. Mm-hmm. Et puis, ben voilà, il y a quelques semaines, on est allé faire un tour chez les producteurs. Donc, avec les producteurs, on s'est assis, puis on leur a demandé qu'est-ce que vous pensez du projet sur lequel on planche. Parce qu'il faut savoir que, oui, c'est Gaspésie gourmande, mais Gaspésie gourmande est accompagnée et chapeautée par un comité de coordination composé du MAPAC et de gens d'affaires. On a passé plusieurs heures à discuter, à monter des plans d'affaires. En décembre dernier, il y a une grande étude. Il y a une personne qui a pris le bâton du pèlerin, qui est allée faire un tour chez plusieurs producteurs, chez 24 producteurs en tout, qui sont potentiellement intéressés. Et puis, la semaine passée, il y a 2 semaines, je vous dirais qu'il y avait une quinzaine de personnes autour de la table. Donc, ça augure très bien. Toujours dans l'optique de faciliter la distribution des produits. Oui, exactement. Puis on a commencé le travail pour notre prochain guide magazine qui va être résolument plus gaspésien que les prochains. Donc on ramène l'esprit festif, l'esprit chaleur de chacun des Gaspésiens. Et puis on a très hâte de le présenter à la population.
En conclusion, à l'approche des fêtes, on achète Gaspésien, on achète Gaspésie gourmande. Bien, c'est clair, hein? Je me tue à le répéter, Gaspésie gourmande, qui travaille chez nos membres, ben c'est le voisin, c'est la belle-mère. Donc, en achetant chez nous, on crée des emplois chez nous et puis, collectivement, on améliore notre situation. M. Caron, merci beaucoup. Merci à vous. Restons à New Richmond puisque la ville est l'hôte du 11e Noël en Gaspésie. Plusieurs événements se tiendront durant la période des réjouissances, dont la très populaire boutique de Noël. La coordonnatrice de l'événement, Anne-Julie Leblanc, nous en dit plus long. Noël en Gaspésie à New Richmond, Anne-Julie Leblanc, qu'est-ce qu'on retrouve cette année à la boutique de Noël? On retrouve vraiment différents produits, des produits agroalimentaires, des produits d'artistes, d'artisans, de la Gaspésie, tous des produits faits à la main. Donc, on a plus d'une soixantaine de producteurs là, et d'artisans qui sont avec nous, là, qui leurs produits sont dans notre boutique. Fait que c'est très, très intéressant. C'est quoi le but de cette boutique-là? Oui, bien, le but principal, c'est vraiment d'offrir l'opportunité aux gens d'ici de se procurer rapidement des produits durant le temps des fêtes pour vraiment favoriser l'achat local, favoriser les artisans pour leur permettre vraiment de faire connaître leurs produits durant le temps des fêtes et tout. Et on n'avait pas un endroit comme ça dans la région, donc on a vraiment mis l'emphase là, sur des créations uniques, des cadeaux mis en valeur, vraiment intéressants à donner dans le temps des fêtes. Là. Est-ce que c'est dur de convaincre les artisans ou d'en trouver du moins pour remplir une pièce comme ça? Non, vraiment pas. On a vraiment eu... les artisans, ils ont embarqué vraiment depuis 2 ans. Là, on fait cette boutique-là. Puis les producteurs là, sont vraiment intéressés par notre boutique. Les ventes ont été très intéressantes l'année passée. Donc, cette année, là, c'était vraiment facile de les approcher. Puis leur désir était là, de faire connaître leurs produits. Là. Donc, c'est le 2e. L'an passé, ça a très bien été la réponse. Jusqu'à maintenant, bon, ça fait 1 semaine ou 2 qu'on est ouvert. Oui. Comment ça va jusqu'à maintenant, la réponse? Ça répond très, très bien. On est ouvert 7 jours sur 7 et puis ça vaut la peine. On se demandait au début si c'était nécessaire d'ouvrir le lundi, le mardi, en début de semaine, mais la réponse est là. Les gens viennent, même en milieu de semaine, la fin de semaine. Donc, c'est pour ça qu'on se prolonge jusqu'au 24 décembre. Tous les jours, on est ouvert pour vraiment permettre à la clientèle là, de se procurer nos produits. Là. Est-ce que vous sentez une nouvelle vague d'achat local? Est-ce que vous le sentez ici à New Richmond? Oui, on sent que les gens, les consommateurs aiment ça, donner du local. Et puis ceux qui les reçoivent également, là, c'est vraiment plus des choses faites à la main, des choses uniques qu'on ne peut pas se procurer ailleurs. Donc, on sent vraiment qu'il y a une espèce d'engouement pour ce type de cadeau-là, oui, effectivement. Et vous, personnellement, à travers, bon, c'est assez dur à dire, j'imagine, mais à travers tout ce qu'on a ici, on parlait de 60 artisans, ouais. Un coup de cœur, quelque chose de particulier qui vous touche? C'est difficile à dire parce que chacun a vraiment des produits uniques, quelque chose à leur façon, autant les producteurs agroalimentaires, donc la bonne nourriture, j'aime bien ça. J'ai un petit penchant pour peut-être le petit sucré puis les bonnes choses de table, mais également là, les bijoux, j'aime beaucoup ça, et puis les peintures également. On a vraiment des beaux produits là, d'artisanat. À différents prix, à différents niveaux. Bon, juste derrière, on a Mme Boissonneau qui est bien connue comme artiste, oui. Mais on va retrouver aussi des plus petits artisans. Là. Oui, effectivement. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les types de cadeaux qu'on veut offrir, en passant justement par la grosse toile, mais aux petits bijoux simples ou des bas de laine artisanaux. Des boules de Noël. Des boules de Noël, oui, effectivement. Donc, des produits quand même abordables qu'on peut offrir lors d'un souper ou un petit cadeau dans un bas de Noël, effectivement. C'est le 11e Noël en Gaspésie. On retrouve, bon, ça c'est une activité parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines en Noël en Gaspésie? Oui, Noël en Gaspésie. Donc, on a différentes activités avec la station touristique Pin-Rouge qui va ouvrir dès que la température le permet. On a différentes activités là, également au parc de la Pointe-Taylor, randonnée de traîneau à chiens. On a des activités au village gaspésien de l'héritage britannique avec le Noël d'antan le 26. C'est principalement entre Noël et le jour de l'an que les activités sont vraiment à son plein essor et à son plein potentiel. Et on termine là, vraiment avec le 31 décembre avec la veillée du jour de l'an l'Auto-Québec, là, que ça fait 11 ans là, qu'on présente nos traditionnels feux d'artifice au parc de la Pointe-Taylor à minuit. Donc, c'est un spectacle, là, musical? Oui, il y a un spectacle musical qui est Groove Company cette année qui nous chante un répertoire rock. Tout à fait. Je pense que l'an passé, c'était Qui m'aurait cru. Hein? Oui. Bien ça? Oui, effectivement. Alors, si on veut plus d'informations là-dessus? Oui, donc on peut nous rejoindre au www.noelengaspésie.com ou également nous téléphoner tout simplement à l'Hôtel de Ville de New Richmond, 418-392-7000. Madame Leblanc, merci beaucoup. Bien, merci à vous.
Grosse année pour le cinéma gaspésien. Après La Maison du pêcheur d'Alain Chartrand, c'est maintenant au tour de Ressac de Pascal Ferland de prendre l'affiche. Maryse Mauger était sur le tapis rouge à Chandler pour rencontrer l'auteure-réalisatrice. Bonsoir. Hey, on est à quelques instants de la première de Ressac. Comment on se sent? On se sent très fébrile de venir présenter ça ici particulièrement. Oui. Pour mettre les gens dans le contexte, raconte-nous un peu l'histoire. Comment ça a démarré, toute cette belle histoire, cette belle aventure de faire un film ici en Gaspésie? Bien, en fait, j'ai été invitée en 2008 à venir faire un petit court-métrage ayant pour thème le territoire de l'Est du Québec. J'avais été invitée par des gens du Bas-Saint-Laurent. Et j'ai décidé de venir à Chandler parce que l'échec de la relance en 2007 était encore récent. Puis je me disais, mais comment les gens, qu'est-ce qui se passe avec Chandler après cet échec-là? Comment les gens vont, en fait? Alors, j'ai décidé de venir m'installer ici. Je suis restée ici pendant 6 mois. Je me suis louée une petite maison, je me suis fait des amis et je me suis mis à parler avec les gens. Les gens m'ont raconté leur histoire, puis j'ai été très touchée par cette histoire-là. Et j'ai trouvé aussi que c'était un thème universel. Tu sais, des chutes de villes mono-industrielles dans le monde, il y en a partout. Donc, les gens de Chandler ne sont pas tout seuls. Puis j'ai eu envie de raconter... En fait, je me suis inspirée de cette histoire-là pour raconter, c'est ça, l'histoire de 3 femmes, en fait, qui restent tandis que leur homme est parti essayer de trouver du travail ailleurs. Et en fait, c'est l'impact de cet événement-là dramatique sur leur vie. Oui. Alors, c'est quand même, il a fallu un grand travail. Tu t'es installé ici, puis tu as vraiment fait de la recherche? Oui, j'ai fait de la recherche. J'ai parlé aussi particulièrement avec la travailleuse sociale qui avait rencontré les travailleurs de la Gaspésia à la fermeture de l'usine, qui, elle, m'a donné vraiment un portrait très, très clair de la situation. Et, tu sais, quand on fait du documentaire, on porte son regard sur autrui. Quand on fait de la fiction, on part de soi-même. Et puis moi, j'ai été élevée que par des femmes. Il n'y a pas eu d'hommes dans ma vie. Fait que j'ai eu envie, justement, comme ici, la travailleuse sociale me disait, les hommes partaient. Bien, il restait les femmes, avec les enfants, tout ça. Fait que c'est une histoire qui est venue me chercher, là, profondément. Je me suis identifiée à cette histoire-là. T'as un homme en or, fais attention. C'est parti. C'est à la fin de l'été. Évidemment, on parle d'un film de fiction. Moi, j'ai recréé, j'ai remanié tout ça pour en faire une histoire. Mais je pense que les gens vont se sentir interpellés par cette histoire-là parce qu'eux aussi vont sûrement ressentir des émotions en voyant ça. Le film sort aujourd'hui, en tout cas en salle ici à Chandler, puis dans notre décor, il n'y a plus de Gaspésia. Comment tu as perçu ça? C'est beau, la mer! Non, mais moi, c'est ça, ce que je trouve beau, c'est quand j'étais ici, l'usine trônait comme un corps mort au milieu de la ville. Puis plus le temps avançait, au fil du temps, j'écrivais le film, je suis venue le réaliser, tout ça. Bien, l'usine, graduellement, disparaissait, mais j'ai senti aussi que les gens revivaient. C'est comme si plus l'usine disparaissait, plus les gens s'épanouissaient dans le fond, puis il y a une vie après la Gaspésia, puis c'est de ça dont je suis fière. C'est qu'aujourd'hui, on a fait un film inspiré de cette histoire-là, mais on vient le présenter ici, et c'est ça, la preuve, c'est que la vie continue, puis que ça peut être positif. Là, ça va donner de l'espoir, on espère bien quand même. Ben, tu viens donner de l'espoir à notre peuple quand même. Pascal, tes projets futurs,
l'écriture, c'est ce que on peut en parler un peu? Oui, oui, bien, je suis en train d'écrire un autre projet de fiction qui va se passer dans une autre ville dans le Québec. Et puis ce soir, bien, c'est la grande première, justement. C'est les gens qui ont joué dans le film, qui ont participé au film, qui viennent le voir. Donc, c'est sur invitation, mais le film sort le 27 décembre à Chandler, puis les gens vont pouvoir venir le voir en salle. En terminant, justement, tu as pris beaucoup de gens d'ici. On va voir beaucoup de gens de la Gaspésie, de Chandler en particulier, dans le film. Absolument. Ça, c'était très, très important pour moi. C'est un film qui a été fait... Je voulais pas me servir de Chandler comme d'un décor de cinéma. C'était très important de faire un film en collaboration avec la collectivité, avec la communauté. Donc oui, on a donné des rôles, on a fait un casting parmi les non-professionnels de l'endroit. On a invité des gens à venir travailler sur le film. On a formé des gens qui voulaient travailler en cinéma de la Gaspésie. Donc je pense que c'est un projet de collaboration à tout point de vue. Alors, c'est une très bonne soirée, très bonne première. Bien, merci beaucoup, Maryse. Au plaisir. Retrouvons maintenant l'agent Daniel Huard de la Sûreté du Québec pour la chronique policière. Bonjour et bienvenue à votre chronique policière. Cette semaine, je vais couvrir 2 semaines, donc les 2 dernières semaines pour le poste de New Carlisle et Pabot. Alors pour New Carlisle, au niveau maintenant des collisions matérielles uniquement, on parle de 16 dossiers qui ont été répertoriés, 5 survenus à Passepébiac, 4 à New Carlisle, 3 Bonaventure et un dossier pour Hopetown, Saint-Elzéar et Hope. Nous avons eu 2 collisions avec blessés, une survenue à Passepébiac et l'autre à New Carlisle. Dans les 2 cas, on parle d'un blessé mineur. Un dossier maintenant de conduite avec les capacités affaiblies, dossier ouvert à Bonaventure. Un dossier maintenant de proférer des menaces, dossier ouvert également à Bonaventure. Incendie de résidence maintenant qui est survenu à Saint-Elzéar. Un dossier de sécurité et développement compromis d'un enfant, dossier ouvert à Hopetown. Nous avons eu un méfait sur véhicule, dossier ouvert à Bonaventure. Chicane de famille maintenant, dossier ouvert à Passepébiac sans accusation criminelle. Nous avons un dossier d'introduction par infraction et également voie de fait reliée à ce dossier, dossier ouvert à Bonaventure. Nous avons à Passepébiac exécuté 3 mandats d'arrestation et un dossier qui a été rapporté au poste de Passepébiac. On parle d'un dossier d'agression sexuelle survenu à Port-Daniel. Maintenant, pour ce qui est du poste de Pabot, au niveau des collisions matérielles, nous avons 21 dossiers de répertoriés. On parle de 6 dossiers à Chandler, 5 à Grande-Rivière, 2 à Pabot, 2 également à Gascon et un dossier pour Sainte-Thérèse, L'Anse-à-Beaufils, Cap-d'Espoir, Barachois et Saint-Georges, également percés. Maintenant, concernant les collisions avec blessés, nous avons 3 dossiers sur le territoire de Pabot, 2 survenus à Percé et 1 à Gascon. Et nous avons malheureusement eu une collision mortelle survenue à Chandler. On parle d'un piéton et un véhicule. Maintenant, capacité affaiblie, un dossier ouvert dans le territoire de Pabot à Pabot Mills. Nous avons à Percé un dossier qui a été ouvert pour appel à Rassa. Un vol maintenant de VTT est survenu à Grande-Rivière. Une chicane de famille dans le secteur de Chandler sans accusation criminelle. On parle également d'un incendie survenu à Chandler. Et à Grande-Rivière, des bris d'engagement pour un dossier relié à voie de fait. Donc, dossier ouvert à Grande-Rivière. Vol moins de 5 000 survenu à Pabot. Vol à l'étalage survenu à Grande-Rivière. Et un dossier de possession et trafic de cannabis, dossier ouvert à Chandler.
Nous avons maintenant 2 dossiers d'introduction par effraction dans des résidences privées. On parle d'un dossier à Gascon et de un à Chandler. Nous avons un dossier de méfait moins de 5 000 sur résidence privée. Le dossier a été ouvert à Gascon. Et 2 dossiers de voies de fait maintenant survenus à Chandler. Au niveau des bris de probation, nous avons 2 dossiers, un ouvert à Grande-Rivière et l'autre à Chandler. Nous avons un dossier de voies de fait plus proférer des menaces, dossier ouvert également à Chandler. Et pour terminer, un dossier de possession de pornographie juvénile a été ouvert à Chandler. C'est ce qui fait le tour pour les 2 postes. Maintenant, beaucoup de questions nous parviennent là, concernant les pneus à neige. On parle, actuellement, c'est en vigueur du 15 décembre au 15 mars. Actuellement, ce qui régit les pneus à neige, ça s'appelle le règlement sur l'utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale. Donc, il y a certains pneus à neige qui sont permis selon différents codes que vous retrouvez dans ce règlement-là. Mais à compter de 2014, à compter du 15 décembre 2014, donc pour la période couverte pour l'an prochain, les pneus conçus pour l'hiver, uniquement ceux qui vont avoir le pictogramme, donc c'est un flocon de neige. Il faut aller sur le site de la Société d'assurance automobile du Québec, vous allez le voir. C'est ces pneus-là qui vont être autorisés pour l'an prochain à partir du 15 décembre 2014. Sur ce, soyez prudents sur nos routes. Vous avez vu, il y a eu beaucoup d'accidents, collisions matériels survenus. C'est suite aux premières bordées de neige. Donc, important, munir votre véhicule de pneus à neige, puis réduire votre vitesse, puis réduire la distance de freinage entre les véhicules, bien déneiger son véhicule. C'est toutes des choses qui nous permettent d'éviter des collisions. Sur ce, bonne semaine et à la semaine prochaine. L'équipe de Télévague est toujours à l'écoute de vos commentaires et suggestions. Vous pouvez nous les formuler par la poste au 97 route 132, casier postal 39, Saint-Godefroy, G0C 3C0. Par téléphone au 88 752 65 58. Télécopieur 88 752 65 59. Via courriel à courrier@commercialtelevague.com ou sur notre site web au www.televague.com. Le temps des fêtes, c'est aussi, vous le savez, une excellente occasion pour donner un répit à ceux qui en ont le plus besoin. Une des façons de le faire est de donner de la nourriture ou autres produits. Allons faire un tour au Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel en pleine préparation des paniers de Noël. Ça va bien chaque année. Je t'avoue qu'on a quand même, on jumelle toujours des bénévoles d'expérience qui l'ont fait les années précédentes avec des bénévoles qui ne l'ont jamais fait pour préparer la relève. Ça, c'est drôlement important. On a quand même une belle relève de bénévoles. On a des bénévoles qui sont très ponctuels dans le sens que eux, c'est l'activité qu'ils aiment faire durant l'année. C'est leur bénévolat qu'ils font chaque année. On a ce que j'appelle toujours des bénévoles fidèles qui sont là d'année en année, qui supportent toute l'opération Panier de Noël. C'est vraiment important. Moi, j'en profite vraiment pour remercier toute la population qui est derrière nous, les clubs sociaux qui ont participé, que ce soit l'organisation de la Guignolée. On sait que l'opération Panier de Noël, c'est un projet de collectivité. Donc, on a besoin vraiment de tout le monde, des médias d'information comme vous autres, tout ça, pour faire toute la promotion de cet événement-là. Puis, c'est ça. Donc, côté nourriture, je vous dirais que ça a bien rentré, je vous dirais un petit peu plus fort que l'an dernier. Okay. Côté financier, par exemple, on a un recul de 2000 quelques cents dollars avec les années précédentes. Donc, c'est sûr qu'on va devoir s'ajuster certaines choses, comme par exemple, chaque année, on mettait des pommes dans les paniers. Cette année, on n'est pas sûr de pouvoir mettre des pommes. Il y a certains articles que les familles ne soient pas surprises, là, qu'on n'aura pas dans les paniers cette année, dû à cette perte financière-là qu'on a cette année. Mais on pense que la population, dans le fond, est derrière nous quand même. C'est dû à un événement qui a été retiré, là, une activité de financement qui a été retirée. Donc, on remercie vraiment la population parce que côté nourriture qui est entrée, côté non périssable, c'est extraordinaire. Puis côté don aussi, la Guignolée du 1er décembre a
a été un succès partout, sur tout le territoire. Il n'y a pas eu d'incident. Ça s'est bien déroulé partout. Donc, vraiment, un gros merci à tous les bénévoles qui sont derrière cette opération-là, à tous les gens qui sont sur le terrain pour nous supporter. Je pense les Chevaliers de Colomb, les Filles d'Isabelle, je pense les clubs des 50 ans et plus dans certains villages, les services des incendies de plusieurs municipalités ont participé à cette guignolée-là. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Puis, on espère que la population va continuer d'être solidaire avec nous. Ouais. On recueille des dons jusqu'au 18 décembre. Okay. Donc, si des gens veulent apporter des dons en argent, on va les accueillir, il n'y a aucun problème. Je suis épatée aussi de voir à quel point c'est bien classé. Vous avez tout mis les articles ensemble, comme les gâteaux ensemble, les produits ménagers ensemble. Je vous dirais que depuis le 1er décembre, ici, c'est une ruche d'abeilles, dans le sens que les bénévoles, les gens qui ont travaillé dans les guignolées partout sur le territoire, ont tous trié leur nourriture. Le lundi, on avait environ 8 bénévoles sur place qui a continué le triage pour s'assurer que ça soit bien fait. Ensuite de ça, durant la semaine, il est rentré plein de nourriture des entreprises. Hein. Il y a eu des grosses collectes dans des entreprises. Je pense, Palais de justice de New Carlisle, il y a 2 madames qui sont là chaque année, qui recueillent des dons au Palais de justice et qui surveillent les spéciaux à partir du mois d'octobre. Ils avaient recueilli 600 $ en argent, 690 $ en argent, mais ils ont acheté de la nourriture pour tout près de 1200 $ en surveillant les spéciaux. C'est vraiment des exemples que d'autres pourraient prendre dans la communauté. C'est vraiment des bels exemples. Puis il y a plein d'entreprises, des écoles qui ont participé, des belles collectes dans les écoles de la région, tout ça. Et on a des bénévoles qui sont venus tout trier ça durant la semaine pour quand les bénévoles viennent à monter les paniers de Noël, on a des petits paniers, des petits moyens, des moyens et des gros paniers. Donc, ils commencent par faire l'épicerie du gros panier. Hier, c'était toute la journée que ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, on a encore des bénévoles qui continuent de monter les paniers de Noël. Demain aussi, ça va être encore du montage de paniers. Lundi, on appelle ça du renflouement, c'est-à-dire si on a beaucoup, on voit là, qu'on a beaucoup de pâtes alimentaires, on va en mettre un peu partout une fois qu'on voit que tout le monde en a eu, des céréales, la même chose, tout ça. Donc, vraiment, c'est un beau travail d'équipe puis une belle participation des bénévoles du milieu. Cette semaine, à un peu de tout, Marie-Pierre Thibault du Vert Pistache nous vante les qualités du canard québécois. En cette froide journée, on se retrouve à l'épicerie fine Le Vert Pistache avec Marie-Pierre Thibault. Salut Marie-Pierre. C'est un plaisir de se retrouver ici à l'approche des fêtes. Et qui dit fête dit abondance de nourriture, on essaie des trucs, on veut faire découvrir des trucs aussi à nos invités. Et là, tu nous proposes aujourd'hui le canard. Oui, le canard sous toutes ses versions. Donc, différents produits, tant le cru que le cuit, et travaillé aussi. Là, si on commence ici, là, des beaux magrets, je le regarde, là, des beaux magrets de canard, ça, tu nous conseilles quoi? Bien, souvent, je voulais vous en parler parce que ça fait peur aux gens. Hein? On dirait que ça nous prend vraiment une recette spéciale puis que ça nous prend du temps pour le faire. Le magret, c'est vraiment pas compliqué. Si on le part à froid dans une poêle anti-adhésive, c'est encore gras, côté peau. Il y a une petite préparation à faire avant. Quand je parle côté peau, c'est ici. On enlève une petite couche avec un couteau bien affûté. Vous allez voir, il y a comme les petits points des plumes. Là, finalement, c'est ça qu'on enlève. Vous pouvez faire un petit quadrillé pour que ça fasse plus beau aussi. Puis vous le partez dans la poêle chaude, dans la poêle à froid, pardon, côté peau. Okay. Et ça dure à peu près 5 minutes que la peau va devenir croustillante. Et là, vous le tournez côté chair en gardant le gras qu'il a fait dans la poêle, finalement. Puis vous allez l'arroser un petit peu, puis c'est à ce moment-là que, après une dizaine de minutes, les deux côtés inclus, vous mettez ça au four dans une autre casserole, par exemple, puis dans cette même poêle-là, vous allez faire revenir des petits dés de poire, un peu de poivre concassé, puis vous déglacez au sirop d'érable, puis votre sauce est prête. Parce qu'on sait que le gras de canard, c'est un excellent gras. Il ne faut pas jeter ça. Non, c'est vraiment très bon. Ça se vend d'ailleurs, des petits contenants déjà tout prêts de gras de canard si vous voulez faire rissoler des pommes de terre là-dedans, des légumes aussi. C'est un très bon gras. C'est le seul gras animal, en fait, qui a une bonne valeur en monoinsaturé. Et on parle encore là de produits québécois. Oui. Une viande qui vient d'ici. On a connu le canard de Lac-Beaume qui est un peu plus connu, mais celui-là en est une autre marque. Oui. Et pour vous dire aussi, côté prix, on parle d'ici d'environ 17 $. Pour un magret qui peut faire au moins 2 personnes en repas, mais sinon,
presque une dizaine de personnes en entrée, sinon plus, parce qu'on le prend en rosé. C'est des petites tranches fines qu'on va mettre sur un canapé. Donc, c'est vraiment simple. Rappelez-vous toujours que vous le commencez à le cuire dans une poêle froide, côté gras. Et ensuite, après 5 minutes, vous tournez ça côté chair dans la matière grasse encore qui s'est libérée du canard. Vous l'arrosez. Salé, poivré, mettez au four dans une autre plaque, puis vous continuez dans la même poêle avec le corps gras, finalement. Toujours, on connaît les viandes, les volailles, de saisir. Là, est-ce qu'on parle d'un feu élevé quand même pour saisir? Là? Bien, en fait, on le part à froid. Vraiment, froid. c'est super important parce que le gras va fondre tranquillement. Ça ne brûlera pas la peau avant. C'est quand même assez tendre, cette viande-là. Donc, ça se prend rosé, même saignant. Donc, c'est mieux de ne pas trop le faire poêler et de le terminer au four le temps qu'on fasse notre sauce. À ce moment-là, on est sûr que c'est pas trop cuit. C'est vraiment la même texture qu'un roast beef. Okay. En termes de cuisson, il faut que ça soit la même chose. Ça, c'est le fameux magret de canard. Il y a aussi la cuisse qu'on retrouve ici. Oui, puis ça, c'est de la cuisse déjà prête. C'est super simple. C'est toujours pratique d'avoir ça. Nous, on les a fraîches. Vous pouvez les congeler chez vous. C'est une cuisse qui est déjà confite dans le gras de canard. Donc, l'étape est simple. Avant, on les a faites macérer dans un sel aromatisé. On peut choisir baie de Genièvre, romarin. C'est un gros classique avec le canard. Un coup que ça a macéré, bien là, eux, ils l'ont fait confire. Vous avez sauvé toutes ces étapes-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir ça de l'emballage et puis mettre ça sur une plaque à peu près à 300 degrés avec un petit papier parchemin si vous voulez, mais sinon, c'est pas nécessaire. Et un coup que ça fait une quinzaine de minutes que ça a réchauffé, vous pouvez le mettre à gratiner ou à broil si vous voulez. Et là, la peau va croustiller. Puis vous servez ça, le temps que vous avez fait le reste des accompagnements. C'est très, très simple. Puis vous arrive des gens à l'improviste, ça peut faire un repas par personne, mais plusieurs petits canapés aussi. Par prix, on parle d'une dizaine de dollars, moins dispendieux que le magret. Oui, puis déjà tout prêt aussi. Et je remarque aussi que sur les différents produits de canard, je pense qu'on comprend que c'est moins connu. Il y a quelques modes d'emploi, là. Puis des sites Internet aussi qui vous donnent des recettes, des marches à suivre, des idées recettes aussi, comme par exemple, nous, on parle souvent de poire et sirop d'érable, mais ça peut être bien de faire plein d'autres choses. Pommes, cidre de glace aussi, à l'orange aussi, Les classiques. Oui. Là, si on veut épater, mettons, nos invités, nos convives qu'on reçoit avec quelques entrées. Des canapés, peut-être. Des petits canapés, des petites bouchées. On retrouve différents produits ici. Il y a des belles mousses qui sont faites maintenant. C'est un nouveau produit qu'on a cette année. C'est une mousse de foie de canard avec une gelée de cidre de glace. C'est 2 produits québécois. Le canard, évidemment, puis le cidre de glace, c'est le neige, qu'on connaît très bien. Donc ça, c'est vraiment des petites tranches fines qu'on peut mettre sur un canapé. On a le magret de canard fumé aussi, qui est vraiment très, très bon, très tendre. Il a l'air appétissant. Oui, il est vraiment très bon. Ici, là. On mange cru, évidemment, et comme le saumon. Je pense que c'est un peu moins dur que le prosciutto, mais ça ressemble quand même. C'est un peu le même principe, oui. C'est salé, c'est fumé, un peu comme les viandes, les jambons de Bayonne, par exemple. Et on garde toujours une fine couche de gras. On rappelle, c'est du bon gras, le canard. C'est du cholestérol, mais c'est du bon gras quand même. Bien, en fait, ça fait baisser le mauvais cholestérol et monter le bon. Donc, c'est vraiment le même principe que l'huile d'olive. Ensuite, on a parlé tantôt de la graisse de canard qu'on peut se servir aussi pour cuisiner d'autres viandes. Oui. On voit souvent dans les pubs, les bistrots chics un peu, là, les frites dans le gras de canard. C'est rendu très à la mode aussi. Ça donne un bon goût. Tout à fait. Ça, foie gras, aussi un grand classique. Foie gras au torchon, vous allez voir ça. C'est assez inusité. Là. En fait, c'est une méthode de cuisson au torchon. Jadis, c'était cuit vraiment dans un torchon. On avait fait une préparation du foie gras qu'on roulait dans un linge et c'était serré, qu'on mettait ça à bouillir. Là, c'est plus fait, pas industriel, mais c'est plus nécessairement fait avec un linge, par exemple. Oui, la matraque est sûrement passée. Oui, c'est un peu... ça a changé de méthode, mais le principe est le même. C'est cuit dans un genre de petit boudin et ça, c'est au sauterne, qui est un alcool français. Et encore là, on coupe ça en petites tranches, puis on met ça sur des petits canapés. Ça s'offre très bien en cadeau aussi. Oui, là, ça s'offre bien en cadeau. Un cadeau de vous donner à l'autre. Oui, les cadeaux d'hôtesse. On voit ça souvent maintenant. L'alimentation prend la place au vin dans les cadeaux d'hôtesse. On l'a vu avec le vinaigre balsamique, avec l'huile d'olive, ça s'offre très bien. Et ça, ça, c'est encore plus général. On retrouve souvent des pâtés comme ça. Oui, des terrines, canard et fruits, la rillette de canard, qui est en fait de la chair de canard confite qu'on a mélangée avec la graisse de canard. Ça se tartine avec des petits croûtons, un confit d'oignon, un bon fromage. On a des mousses aussi de canard. Un peu le même principe que celle-ci, je vous dirais. Mais il n'y a pas de cidre de glace comme gelé, mais c'est mélangé à l'intérieur. Et on voit toujours la petite trace de gras, le gras de canard qui est présent. dedans. Oui, c'est ce qui donne de la saveur aussi. Hein? Le gras de canard, la chair goûte beaucoup, mais c'est vraiment le gras qui transfuse la saveur.
Alors, si on veut épater et si on veut aussi découvrir, c'est Oui. souvent ça, différent. Oser le canard, c'est vraiment Tout à très, fait. très bon. Et on encourage les produits québécois. On parle souvent de souveraineté alimentaire. Oui. C'est des produits comme ça qui nous Ça le en prouvent. fait partie, oui. Génial. Bien, merci pour ces informations, Merci. Marie-Pierre. Puis la Ça semaine fait plaisir. prochaine, on parle de... Des panettone. Panettone? Oui. Que c'est italien, non? Les pains italiens, oui. On revient là-dessus. Merci, Oui, Marie-Pierre. merci. Bon, allons voir qu'est-ce qui se passe à l'agenda cette semaine. Tout d'abord, si vous prenez un verre, on n'oublie pas, Opération Nez Rouge, ça pourrait vous sauver la vie et celle des autres. Les bénévoles sont en action à Chandler les 20, 21, 23, 27, 28 et 31 décembre. Vous pouvez les joindre au 689-2233, le poste 1000, 689-2233, poste 1000. À Passepébiac, c'est les 20, 21, 25, 27, 28 et 31 décembre. On téléphone au 752-6661, 752-6661. Et à Bonaventure, les 20 et 21 décembre au 534-4244. Altegite sera présent à la salle municipale de New Carlisle le 15 décembre pour le bazar. Les bénévoles vendront des billets pour le tirage d'une toile de Mme Mireille Dupuis de Chandler. Il y aura un après-midi amateur au Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac le dimanche 15 décembre. C'est à 13h30. Le coût d'entrée est de 5 $. Le club est situé au 18 2e Avenue Est. Il y aura un bingo cadeau aussi le 15 décembre. C'est à 14h au Centre communautaire de Saint-Pédis. C'est organisé par le Club des 50 ans et plus de l'endroit. La réunion mensuelle du Conseil des Chevaliers de Colomb de Caplan se tiendra le lundi 16 décembre dès 19h. Ça se passe au local des Chevaliers, à la salle communautaire de Caplan, soit derrière l'église. Maintenant, le Club optimiste de Saint-Godefroy. On tient son souper et sa soirée de Noël annuelle. C'est le 21 décembre à 18h à son local. Au menu, la soupe, assiette de pâté et dinde, ainsi que le dessert, des cafés aussi. Alors, musique et animation aux soins de Jannick Collin. Le coût est de 15 $ par personne. Plus d'informations là-dessus au 752-2818 ou le 752-2831. Venez fêter avec le club de l'Âge d'Or la Renaissance de Port-Daniel-Gascon pour son après-midi amateur le 22 décembre au coût de 5 $. Il y aura une danse des fêtes avec Raymond Lantin à l'Âge d'Or la Renaissance de Port-Daniel-Gascon aussi, soit le 25 décembre au soir, ainsi que pour la veillée du jour de l'an, le 31. D'ailleurs, le Club d'Âge d'Or La Renaissance vous invite à vous procurer votre carte de membre 2014, évidemment. Vous n'avez qu'à vous présenter au local des 50 ans et plus de Port-Daniel-Gascon tous les mardis en après-midi. Le coût du membership est de 25 $. Plus d'informations avec Agathe Roussy au 396-2068, le 396-2068. Il y aura un souper des fêtes des Chevaliers de Colomb, Conseil 73-85 de Passepébiac le dimanche 29 décembre. C'est à 18h au local de l'organisme. Les billets au nombre limité sont en vente au coût de 15 $. Ce sera suivi d'une soirée dansante. Alors, souper des fêtes Chevaliers de Colomb le 29 décembre à 18h. Et le Centre communautaire de Saint-Pédis sera l'hôte d'une soirée dansante avec Ginette et Martin. Ça se passe le 31 décembre pour la veillée du jour de l'an et ça débutera dès 21h. Alors voilà pour les différentes invitations. Allez-y, participez en grand nombre, encouragez-les. Et voilà aussi pour cette édition d'Info Plus, semaine du 15 décembre. Ce fut un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de 2013 et on se quitte, question de se mettre dans l'esprit des fêtes avec un message envoyé par le groupe Tone Call de Québec avec un membre originaire de Hope, Marc-Antoine de la Roseville, qui nous ont chanté une chanson succulente. Bonne semaine. Ciao. Hey! Hey, bonjour tout le monde! Bonjour! Hello! Alors, ici présent aujourd'hui, Tone Call, trio acoustique. Alors, de la part de Tone Call Trio et de la part de Tone Call Band aussi, on voulait juste vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes et on voulait vous offrir en cadeau cette fabuleuse chanson. C'était un rêve pour nous de l'interpréter depuis toujours, alors c'est maintenant rendu possible et on vous l'offre en cadeau. Alors, joyeux Noël. Alvin, let's do this!
Joël!